Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver, même si c'est toujours par écran interposé. Comme tout le monde, on a hâte de vous retrouver en reel, en live, en réel, enfin voilà. Euh, donc la CS2M organise ce webinaire parce que vous savez que c'est des sujets importants, les aides aux éditeurs. On en a déjà fait par rapport aux aides du CNM et ce matin, parce qu'il y en a deux, l'aide au développement éditorial et le fonds de soutien éditeur. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le programme d'aide de développement éditorial de la SACEM. Faites bien attention, s'il vous plaît, à fermer vos micros. Et donc, on a préféré avoir un format où on se voyait parce qu'on trouve ça plus sympa. Et évidemment que le webinaire est là aussi pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à participer. On est là pour ça. Je vais présenter les intervenants. Tout d'abord, Lilian Goldstein, qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire à nos côtés. Lilian, qui est le responsable du programme de la SSM. Lilian, dont je ne peux faire dérouler le curriculum vitae parce que le webinaire ne dure que 2 heures, mais qui nous a fait le plaisir d'accepter de venir ce matin et qui est épaulée par Laura Prunevieille, qui nous a prévenu qu'elle avait des problèmes de caméra, donc elle ne peut nous voir, mais elle est avec nous. Et puis, pour l'accompagner et lui répondre, Stéphane Berlove, qui est un éminent éditeur aussi et qui a beaucoup travaillé avec nous sur le programme de sa mise en place aux évolutions plus récentes. Je n'ai pas présenté Juliette Betts, alors que c'est la présidente et que c'est une femme. Je fais tout à l'envers, mais finalement, comme j'en suis une, peut-être que ça peut passer aussi. Juliette n'hésitera pas à prendre la parole et rajouter un petit peu d'éléments de précision sur comment on a travaillé, puisque vous vous doutez que tout ce que va vous présenter Lilian, ça ne vient pas comme ça, et c'est issu de réunions, d'échanges, enfin voilà, de creuser, de pistes écartées, de pistes reprises, de forces de persuasion, etc., etc. Bref, voilà, on est ravis la CS2M est ravie de faire ces exercices parce qu'elle estime que ça fait partie de ses missions puisqu'elle est au service des éditeurs. Vous savez qu'on est sur le front sur des tas de sujets en même temps. En ce moment, on est évidemment tous happés par la copie privée. Donc, vous savez qu'il y a une proposition de loi qui la met à mal au Parlement. Et si elle est votée en l'état, c'est environ 40 millions qui seront perdus au profit de la création. Donc, ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait après 1 an et demi de fermeture et de mise en suspens de la culture. Donc, vous avez vu que l'ensemble de la filière musicale est mobilisé à fond. N'hésitez pas à relayer et publier les tribunes et les appels qu'on vous a fait suivre si ce n'est pas déjà fait. Et donc, pour info, tout se jouera à partir du 10 juin et jusqu'à décembre parce que le texte sera définitivement voté en décembre. Je pourrais vous raconter aussi tous les autres sujets sur lesquels on travaille et qui font qu'on a des journées longues et des week-ends courts, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Voilà, donc je me tais et je passe la parole aux intervenants en espérant ne rien avoir oublié. Juliette ? Non, je ne pense pas que tu aies oublié quoi que ce soit. Moi, je voulais juste en profiter pour remercier très fortement Lilian et Laura pour leur présence aujourd'hui, bien sûr, et puis leur implication et leur disponibilité dans tous les échanges qu'on a pu avoir. Ces programmes d'aide au sein de la SACEM sont votés par le conseil d'administration, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Nous, on intervient en tant que consultants, voilà, on donne l'avis des éditeurs que nous représentons et on travaille pour essayer de trouver les meilleures solutions. Donc, les premiers à remercier pour les évolutions de ce programme qui nous paraissent super positives, c'est bien évidemment le conseil d'administration SACEM et qui ça ne pourrait se faire ça ne peut se faire qu'avec l'appui de l'action culturelle de la SACEM, François Besson et Lilian et Laura qui travaillent avec nous et on est ravis de cette collaboration. Donc allons-y Lilian, à toi la parole. Écoutez, merci à tous en tout cas d'être là pour ce petit moment sympathique et puis d'information. Alors, si vous voulez bien,
on va essayer de suivre cet ordre-là. Là, je vais peut-être commencer à remettre un petit peu une vision globale de l'ensemble des programmes éditoriaux qui sont disponibles à la SACEM. Ensuite, on pourra passer, en ce qui concerne le programme dit musique actuelle, avec les nouvelles orientations, modifications, etc., qui viennent d'être faites. Et puis, excusez-moi, en troisième partie, on pourra balayer le troisième axe qui vient d'être créé, puisque on vient d'ouvrir le programme qui concerne les librairies musicales et je pense que ça peut être sympathique, en tout cas en termes d'information, de partager ça avec vous, puisque un éditeur, il peut être amené à toucher à tout du jour au lendemain, hein, que ce soit musiques actuelles, musique contemporaine, librairie musicale et j'en oublie. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je voulais juste poser une question, mais je ne sais pas si je verrai la réponse, parce que moi, sur mon écran, je ne vois que 4 personnes. Hein. Je vois plutôt Juliette, Sophie, moi-même, mais voilà, je ne vois pas les autres. Et donc, s'il y avait des mains levées, vous me le direz, parce que je n'arrive pas à les voir, moi. Mais ce n'est pas grave. Donc, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs, je veux juste poser la question, qui ne connaissent pas du tout ou qui n'ont jamais pratiqué les programmes éditoriaux de l'action culturelle? Auquel cas, je referai juste une petite introduction. Mais s'il n'y en a pas, ça me permet d'aller directement dans le dur. J'ai eu une main levée. Une main levée. Après, les autres, ouais. D'accord. Bon, on prendra les questions au fur et à mesure par rapport à ça. Donc, ça permet d'avancer. Bon, donc, vous connaissez tous les programmes où vous les avez utilisés sur notre action culturelle. Alors, vous savez qu'historiquement, on a créé le premier volet de ce programme de développement éditorial il y a à peu près 7-8 ans. Ça concernait principalement le domaine des musiques actuelles et dans le programme Musiques actuelles, il y a toujours 2 volets. Un premier volet qui est consacré au développement de la part de l'éditeur à des projets d'auteurs et compositeurs et le deuxième volet, lui, est consacré au développement du catalogue patrimonial de l'éditeur. Ensuite, à peu près 3 ans, 3 ans et demi après, on a ouvert le deuxième axe avec le programme d'aide au développement pour les musiques contemporaines. Alors là, je ne reviendrai pas trop là-dessus puisque ça concerne l'autre chambre, etc. Mais il y a bien un deuxième axe en musique contemporaine. Puis là, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, à partir du mois de juillet, après, le troisième axe sera ouvert puisqu'il concernera l'aide au développement éditorial pour les librairies musicales. Donc, on couvre maintenant tous les champs et ça, c'est une très bonne chose. On va plutôt prendre là pour démarrer le programme, comme je vous les ai dit, musiques actuelles. Et ce qui est intéressant, je peux faire un petit bilan pour 2020, puisqu'on n'est jamais qu'au mois de mai. Pour vous donner une idée, ce programme, sur 2020, alors que je me mette dessus parce que c'est des stats, j'en ai pour une seconde. Voilà. Ça a permis de soutenir 406 dossiers déposés de la part des éditeurs pour ce programme Musiques actuelles. Que pour celui-là, 406 dossiers, 406 demandes. Ces 406 dossiers correspondent à 164 éditeurs différents. C'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre-là. Et sur ces 164 éditeurs différents, ça a touché 650 auteurs-compositeurs. Ce qui est très important dans les chiffres que je vous donne là, c'est que évidemment à la SACEM, vous connaissez les 3 jambes, auteur, compositeur et éditeur, et que l'aide qui est consacrée à l'édition, bien sûr, je le répète, c'est très important, c'est pour développer les auteurs-compositeurs principalement. Donc, ça a permis de développer 650 auteurs-compositeurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir où est utilisé principalement ces programmes. Alors, sur l'ensemble de ces 406 dossiers,
il y a eu l'entrée de la promotion qui a été utilisée à 75%. C'est l'entrée principale que vous utilisez, vous en tant qu'éditeur, dans ce programme. À chaque fois, enfin à 75%, on retrouve l'entrée promotion. Les contenus audiovisuels ont été utilisés à 66%. Très intéressant aussi. La maquette phonographique a été utilisée à 64%. L'achat de matériel, sachant que quasiment on a été très longtemps à être quasiment les seuls à faire cette entrée-là, a été utilisé à 39%. Par contre, on descend là, plus rapidement sur l'entrée développement scénique, tour support, etc., puisque là, elle est utilisée à 20%. La formation et la professionnalisation, cette entrée a été utilisée à 5%, l'entrée séminaire à 3% et l'entrée déplacement à 1%. Voilà. Je pense que ça permet quand même d'avoir une vision exacte de l'utilisation des sommes que vous demandez sur ces entrées-là. Je pense que pour la Chambre, c'est important d'avoir ces retours, ces statistiques. C'est très, très important. Alors, il y a une deuxième statistique que je peux vous donner aussi, c'est intéressant, c'est les thématiques sur lesquelles les dossiers portent. Sur les 400, on va dire 410 dossiers, 24% concernent la thématique de la chanson. 21% concernent les thématiques des musiques urbaines. 20% les thématiques pop-rock. 14% l'électro. 11% le jazz. 7% les musiques du monde. 1% ce qu'on appelle soul, funk, reggae, etc. 1% le métal et 1% les musiques traditionnelles. Donc, ce qui est surtout très important, c'est qu'on voit à peu près à égalité chansons 25%, musiques urbaines 20% et pop rock 20%. Voilà. Ça vous donne aussi une idée de l'utilisation, là plus des sommes, mais sur les thématiques au niveau des éditeurs. Voilà, je pense que c'était bien de commencer par ça, parce qu'on voit quand même vraiment l'utilité de ces programmes dans toutes les directions. Alors, si vous êtes d'accord, vous posez les questions au fur et à mesure, comme ça nous permet de ne pas reprendre toutes les questions une heure après, point par point, etc. Mais une fois de plus, comme je ne vois pas les mains levées, s'il y en a, je vous laisse me le dire. On te préviendra, t'inquiète pas. D'accord, c'est qu'il n'y en a pas. OK. Donc là, à partir de là, je veux bien, donc dans ce cas-là, on passe sur le premier document qui est le PowerPoint. On va rentrer donc sur le programme Musiques actuelles pour 2021. Donc je m'y mets aussi et je vous laisse l'envoyer. Voilà. Donc la page 1, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. On va passer à la page 2. Voilà. Donc, développement des auteurs et des compositeurs, on va commencer par ça. Donc, on va prendre directement page 4. Donc, cette année 2021, ça a été une année cruciale. C'est une année cruciale parce qu'on a passé 1 an et demi, grosse difficulté en tout cas, évidemment, à la SACEM et sur l'ensemble de la filière professionnelle. Les éditeurs, comme les autres structures, ont été lourdement impactés. Et nous, notre préoccupation, ça a été de voir qu'est-ce qu'on pouvait, d'une façon ou d'une autre, faire pour sauver le maximum d'éditeurs de difficultés vraiment financières importantes. Et on l'avait en tête depuis un petit bout de temps, on en a longuement, et je remercie encore la Chambre dans son intégralité, discuté ensemble, parce que jusqu'à maintenant, notre programme était consacré principalement à des critères qui permettaient d'aider les dépenses externes, tout ce que l'éditeur dépensait en externe pour développer les projets d'auteurs-compositeurs. Mais, et ça fait longtemps qu'on l'avait en tête, puisque dès la création qui n'a pas eu lieu du premier CNM, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a bientôt une
dizaine d'années, hein, on avait été avec la Chambre sur un sujet qui était de dire il faut aussi qu'on soit sur les dépenses internes de l'éditeur. Parce qu'on sait très bien que l'éditeur aujourd'hui, évidemment, pendant des mois et des mois, fait un travail qui coûte cher et qui, il n'y a pas de retour immédiatement sur l'investissement. Mais ce travail, il est là et bien souvent, il n'est pas rémunéré à sa juste cause, etc. Donc, on a décidé pour 2021 de prendre en compte le travail interne et en impliquant maintenant dans de nombreuses entrées un coefficient qui permettra de prendre cela. Donc ça, c'est une nouveauté très, très, très importante. On va les détailler au fur et à mesure qu'on va prendre les critères. Donc ça, c'est vraiment une décision politique de notre action culturelle, du conseil d'administration et de la SACEM de rentrer vraiment dans les coûts internes. Alors, dans les critères d'éligibilité, je vais les prendre un par un. Percevoir un minimum de droits d'auteur de 3 000 euros sur une des 2 années précédant la demande. Je tiens à préciser qu'avant le Covid, c'est-à-dire avant début 21, c'était à 5 000 euros. Donc, on s'est dit que de toute façon, c'était important, vu la situation économique, de descendre ce plancher, ce qui permet au moins à un certain nombre d'éditeurs d'en bénéficier. C'est quand même important parce que, effectivement, je pense que ça a permis de prendre facilement un quart d'éditeurs en plus, enfin, sur les 406 dossiers. Sur le maximum aussi, donc maximum de 5 dossiers par an à présenter pour les éditeurs faisant moins de 45 000 euros et illimité, le nombre est illimité pour les éditeurs faisant plus de 45 000 euros par an. Là, c'est pareil, on a décidé de prendre le maximum de 3 à 5 dossiers dès 2020, pendant la pandémie, pour pouvoir aider encore plus d'auteurs, compositeurs et d'éditeurs sur ces dossiers-là. Ça a été quelque chose qui a été excessivement bien perçu et on voit bien que beaucoup d'éditeurs maintenant ont été jusqu'à la limite de ces 5 dossiers. L'investissement financier qui était jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'année dernière, de 5 000 euros est descendu aussi à hauteur de 3 000 euros. Là, ça ouvre des possibilités très importantes parce qu'on sait très bien que quand un éditeur investit 3 000 euros, ça part très vite, que ce soit en promotion ou en maquette, etc. Donc, ça permet tout de suite de bénéficier de notre programme d'édition. Ensuite, effectivement, mais ça, c'est le corollaire, les aides vont, puisque ça sont plafonnés à 50%, et étant donné que l'investissement minimum est de 3 000 euros, 50%, c'est donc 1 500 euros jusqu'à 15 000 euros, ça veut dire 30 000 euros d'investissement. Là, c'est pareil, on a fait une augmentation puisque avant c'était 20 000 euros. Et on va en prendre les détails après avec des plafonds spécifiques pour certaines catégories. On va le voir ensuite, ça. Un autre point très important qui avait été évoqué avec la Chambre, qui nous a remonté que beaucoup d'éditeurs attendaient ça, les dépenses couvertes jusqu'à maintenant étaient jusqu'à 12 mois après le premier engagement financier, et là, ça passe à 18 mois, 1 an et demi. C'est important parce que, effectivement, de 12 à 18 mois, ça permet de prendre en compte beaucoup de factures qui ont été investies dès le démarrage et qui n'ont pas, c'est normal, porté leurs fruits en termes de développement et de retour financier. Ça a été aussi un point très important et qui est utilisé là maintenant clairement de la part de tous les éditeurs. Et quelque chose de nouveau qui est apparu l'année dernière et que nous continuons cette année parce qu'on voit bien qu'on n'est pas sorti de la crise et il faut faire très attention. On ne sait pas comment ça va se passer à la rentrée. Il faut être optimiste, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. Dans le cadre de l'aide à la relance de projets impactés par la crise, on a créé une relance forfaitaire à hauteur de 2 500 euros. Et ces 2 500 euros, elles sont sans obligation de justificatif de dépenses. J'explique.
il est évident que fin de l'année 2019 ou début de l'année 2020, nous avons pris un certain nombre de dossiers qui concernaient des projets de développement d'auteurs, compositeurs, etc. Malheureusement, au mois de mars arrive cette pandémie et beaucoup de développements n'ont pas pu se faire. De toute façon, les salles ont été fermées, les festivals ont été annulés, les tournées n'ont pas pu se faire, l'export n'a pas pu se faire, beaucoup de studios ont été fermés, les cinémas, vous le savez aussi bien quoi. Donc, beaucoup de dossiers ont stoppé net, vraiment net. Puis à un moment donné, évidemment qu'il faut les reprendre. Mais il faut les reprendre, c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, on voit bien que la création, et heureusement, ne s'est pas arrêtée, mais par contre, la diffusion, elle s'est arrêtée et on se retrouve avec une quantité de création sans diffusion. Et il faut reprendre ça parce qu'on ne va pas rester au milieu du gué comme ça. Donc, évidemment que ces dossiers qui ont été acceptés, mais qui ont été stoppés, nécessitent une véritable relance. Et dans cette relance, on permet aux éditeurs qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le justificatif et dont nous avons aidé ces dossiers-là pour une relance, jusqu'à 2 500 € sans justificatif, on peut les aider. S'ils dépassent les 4 000 € d'investissement en termes de relance, on les aidera à hauteur de 4 000 €, même s'ils ont dépensé beaucoup plus, mais là, on demandera les justificatifs. Donc, est-ce que ces points-là, c'est bien clair pour tout le monde? Donc, s'il y a des questions, on peut les prendre maintenant. C'est bon? C'est bon. Parce que c'est important, hein, ces relances. Donc, ça, ces relances, je le répète bien, elles iront au moins jusqu'à la fin de l'année, évidemment, et puis on verra quelle est la situation qui se présentera. On le verra, je pense, déjà à la rentrée. Hein, ça permettra de voir. Voilà. Alors, page 5, on va continuer à développer. Ce qui est très important, là, c'est dans les dépenses éligibles et le mode de calcul. Comme je vous l'ai dit, dorénavant, on va prendre en compte l'investissement interne de la part de l'éditeur. Donc aujourd'hui, vous avez 8 entrées qui permettent de bénéficier de ce programme du volet 1. Je vais prendre les deux premières, maquette phonographique et achat de matériel. Pour ces deux entrées, on va donc appliquer un coefficient multiplicateur de 2,5. Le soutien sera plafonné à 30% des dépenses majorées et ne pourra pas excéder 7 000 €. C'est une très belle avancée parce que je vais vous donner un exemple très concret. Jusqu'à maintenant, c'était 100 coefficients multiplicateurs plafonnés à 50% des dépenses. Je prends un éditeur qui prend l'entrée maquette phonographique, je prends un chiffre au hasard qui mettait 5 000 € sur cette entrée-là. On allait jusqu'à 50%, donc on pouvait, nous, éventuellement, aller jusqu'à 2 500 € pour aider l'éditeur. Je reprends le même exemple, 5 000 € de la part de l'éditeur. Le coefficient multiplicateur, ça fait donc 2,5 que multiplie 5 000, 15 000 €. Plafonné à 30%, 15 000 €, ça fait donc 4, que je ne vous dise pas de bêtises, 12 500, Lilian, je pense. 12 500, voilà. Donc, vous passez de 2005 à 3 750. Donc ça, c'est important. Pour l'achat de matériel, c'est exactement la même chose. Donc, je ne refais pas l'exemple que je viens de vous donner, sachant qu'on considère effectivement, et ça c'est important, qu'on a fait un geste important aussi là-dessus, c'est que l'achat de matériel, beaucoup d'éditeurs m'ont dit, mais attention, parce que nous, on a aussi un catalogue d'auteurs-compositeurs qui investissent dans du matériel, dans du studio, dont ce n'est pas spécialement pour eux, et ils ne bénéficient pas, on n'a pas, nous, d'entrée dans ce cas-là, si on n'est pas auteur, compositeur, interprète. Là, dorénavant, ça permettra d'être dans toutes ces catégories-là. Pour les deux entrées suivantes, promotion et développement scénique, c'est pareil, coefficient multiplicateur de 2,5, le soutien plafonné à 30% des dépenses majorées, mais il n'y a pas un plafond comme pour la maquette et l'achat de matériel à 7 000 €.
là, le plafond, il est au maximum le plafond qui est indiqué dès le démarrage, c'est-à-dire les 30 000 euros d'investissement. Un point important sur le séminaire d'écriture, il y a une nouveauté. On est toujours à 150 euros par jour sur un maximum de 5 jours pour 13 auteurs-compositeurs différents, mais nous rajoutons la prise en compte de 2 directeurs artistiques, puisque on voit bien que la plupart du temps, effectivement, dans le séminaire, l'éditeur encadre le séminaire avec ses directeurs artistiques et on pourra dorénavant faire bénéficier au même tarif. Voilà, donc on passera de 13 à 15 personnes pour un maximum de 3 séminaires par an. C'est quand même intéressant parce que quand on fait le calcul, on dépasse quasiment les 15 000 euros pour un investissement de séminaire pour les éditeurs. Pour les contenus audiovisuels, là, il n'y a pas de changement. Le soutien est toujours plafonné quand l'entrée est uniquement sur celle-ci à 7 000 euros, dans la limite de 50% de l'investissement. Pour la formation, la professionnalisation, c'est toujours dans la limite de 50% de l'investissement financier. Et une nouvelle entrée qui a eu lieu dans les 6 derniers mois et qui s'est encore améliorée, on prend en compte dorénavant les déplacements des auteurs et des compositeurs avec un maximum de 3 par an pour les éditeurs ayant perçu moins de 45 000 et, ça c'est tout à fait nouveau, 10 par an pour les éditeurs ayant dépassé les 45 000 euros. Ce forfait, il est de 300 euros pour la France, 500 euros pour l'Europe et 700 euros pour le reste du monde. Je tiens bien à préciser un élément, c'est que les déplacements d'auteurs-compositeurs, nous les prenons en compte dans le cadre de la promotion de l'œuvre. On n'en tient pas compte si c'est pour aller à un festival, si c'est pour ça, c'est on va dire du transport normal. Par contre, l'éditeur désire faire venir son artiste parce qu'il y a une promotion, il y a un développement, il se passe quelque chose sur l'artiste, à une radio, à une télévision, à un moment important, etc. On le prend évidemment en compte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés qui sont arrivées ici. Et ce coefficient multiplicateur de 2,5, dorénavant, va s'appliquer, comme vous pouvez le voir, à 4 entrées sur les 7, plus la 8e qui est nouvelle sur les déplacements. C'est quand même une très, très, très belle avancée globale de ce programme. S'il y a des questions, je veux bien qu'on les prenne une par une sur ces entrées. Une question ici. Alors, je demande la réactivation du micro, ça doit être bon. Voilà. Bonjour à tous. Je voulais avoir une question. Quel est le principe que vous appliquez pour dans le cas où l'éditeur a un studio pour valoriser la mise à disposition? Vous avez du coup établi des barèmes? Comment ça se passe? Alors, si l'éditeur, l'édition a personnellement un studio, hein, c'est ça. Il va donc à un moment donné l'utiliser par rapport à un projet, enfin, pour des auteurs-compositeurs, je suppose. Enfin, oui. Ce n'est pas un studio pour l'édition. Donc, on peut en prendre en compte sur un projet spécifique. Si l'éditeur A veut développer le projet du compositeur Intel et que ça nécessite un investissement particulier pour ce projet qui soit acheté par l'éditeur dans le studio, on en prendra compte. Et il faut bien que ça s'accroche à si ça ne s'accroche pas à un projet, on ne peut pas acheter le matériel pour le studio de l'édition. Ça s'accroche fatalement à un projet de développement auteur-compositeur, que vous précisez dans la demande, évidemment. D'accord. Ok. Mais ce que je voulais dire, parce que ça, j'ai compris qu'on achète un matériel spécifique, si on a un nombre... On fait un entretien de studio en général, on travaille effectivement avec les auteurs-compositeurs en développement un certain nombre d'heures. Est-ce que c'est valorisable ou pas de cette façon?
C'est valorisable à condition que vous ayez cette entrée d'un projet d'auteur-compositeur. Ah Maintenant, oui, oui, oui. Bien voilà, entendu. il faut qu'on soit tous très clairs et très francs hein, dans un webinaire, sinon ça n'a pas de sens. Il est évident que nos programmes, ils ont un financement. Le financement, il y a un moment donné, ça s'arrête hein, quand on voilà. Et Non, il est on va clair pas que sur des choses démesurées dans le coût, j'ai bien non, compris. non, 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 je m'en doute bien, mais je vais donner un exemple très concret. Si ça peut arriver une ou deux fois dans l'année, évidemment, si on a une demande par mois de la part d'un éditeur qui nous demande 10 dossiers sur de l'achat de matériel et on voit bien que c'est pour le studio, à un moment donné, très honnêtement, on dira, vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire parce que le programme de développement, il n'est pas lié pour développer l'achat de matériel du studio, mais est bien pour aider l'éditeur à développer le projet de l'auteur-compositeur. Donc, il faut qu'on soit tous, qu'on se serre les coudes, la SACEM, les éditeurs, etc., la Chambre. Donc, l'intérêt, c'est toujours d'être totalement honnête. Nous, c'est d'être à votre écoute le maximum, mais qu'en toute honnêteté, vous puissiez déjà vous-même faire la différence entre l'achat de votre studio et faire financer du matériel pour un développement d'auteur-compositeur. Moi, j'ai totalement confiance dans tout le monde. Absolument. Merci, c'est très clair. Je vais peut-être apporter une précision. Lilian, corrige-moi si je me trompe, mais bien sûr, bien sûr. Dans cette entrée maquette phonographique, achat de matériel, etc., il faut qu'il y ait une facture émanant d'un prestataire ou d'un vendeur extérieur. C'est-à-dire qu'un éditeur ne pourrait pas faire prendre en compte dans un projet alloué à un auteur-compositeur une sorte de valorisation interne du temps de studio, du coût du temps de studio de son propre studio. Non, non. Alors c'est important. Sachant juste pour préciser, excuse-moi Lilian, qu'il s'agit d'une entrée à laquelle s'applique un coefficient multiplicateur de 2,5. Donc déjà, il ne peut pas y avoir cette espèce de double coefficient. Et ensuite, ce qui est l'investissement de l'éditeur avec ses propres ressources est de toute façon déjà valorisé avec un coefficient en homme de 2,5. Alors, puisque j'ai eu plusieurs fois ces demandes-là, bon, je vais jusqu'au bout des précisions. Merci Stéphane, parce que c'est important. Effectivement, on demande une facture. Donc, et c'est la facture payée par l'éditeur. Ça, il faut qu'on soit bien clair. Hein. On ne peut pas recevoir des factures qui ont été payées par l'auteur-compositeur lui-même. Ça nous est totalement interdit. Évidemment, c'est l'éditeur qui achète le matériel et qui nous envoie la facture au nom de l'édition, hein, pas au nom d'un auteur ou d'un compositeur. Ça, on n'a strictement pas le droit. Et ensuite, je le rappelle aussi, ça ne marche pas pour ce qu'on appelle du matériel d'occasion que l'auteur ou le compositeur aurait payé comme ça en disant voilà, je te refacture à l'éditeur. Bon, ça, voilà, il faut que on a des règles, hein, vous savez qu'on est contrôlé, évidemment, et si on nous demande. Là, on t'a perdu, Lilian. Oui, moi aussi, je t'entends oui. plus. Oups. Allô, allô. De sortir les factures de la part de l'éditeur. Lilian, on t'entend plus. On t'entend plus. Aïe. Lilian, pause. Alors. On prend le relais. Ouais, on prend le relais, ouais. Oui, tu prends, ouais, si tu peux. Enfin, en tout cas, ce que je... On t'a perdu, Lilian, pendant 1 ou 2 minutes. C'était très haché. D'accord. Ah, ça y est, t'es de retour. Je suis de retour. Vous m'excusez. Ça y est, petit problème technique, comme ça arrive. Donc, je disais, est-ce que vous avez d'autres questions qui concernent d'autres entrées que vous auriez Patrick, c'était clair les réponses qu'on a apportées à ta question? Oui, merci. Et voilà, et sur le détail, au fur et à mesure, j'y reviendrai. Merci beaucoup. De rien. On passe à la suite. Donc, ensuite, on va passer au volet 2
dans ce programme, qui est donc la valorisation du patrimoine. Alors là, quelques modifications aussi. Donc, la valorisation du patrimoine et le rayonnement de tout ou partie du catalogue éditorial. Il faut être clair là-dessus, c'est dans le cadre principalement d'un anniversaire, d'une anthologie, d'une célébration qui seront déclinées de la part de l'éditeur sur plusieurs supports ou événements tels que concerts, livres, expositions, disques, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec le volet 1 qui, lui, est vraiment axé sur un développement d'auteur, compositeur, un projet que l'éditeur veut développer. Là, le volet 2 est consacré à une part de son catalogue, à un moment de son catalogue, à une anthologie, à ce que l'éditeur veut développer d'une façon beaucoup plus conséquente et pas spécialement sur un projet d'un auteur-compositeur, mais plus sur un événementiel. Donc, là, c'est pareil, les critères, ça consiste toujours, on ne change pas, 3 000 € de droits sur l'une des 2 dernières années. L'investissement est aussi d'un minimum de 3 000 €. Les dépenses couvertes passent aussi à 18 mois et le soutien, lui, est plafonné à 50% de l'investissement et ne pouvant pas dépasser les 20 KF. Ça veut dire que jusqu'à 40 000 € d'investissement de la part de l'éditeur, nous pouvons aller jusqu'à 50%. C'est pour ça que nous indiquons bien 20 KE. C'est quand même quelque chose d'important parce que là, je crois que ça aide véritablement à un moment crucial l'éditeur dans son financement. Chose nouvelle, jusqu'à maintenant, c'était un dossier par an et nous passons à 2 dossiers par an, surtout avec cette période de crise où certains événements pourront mériter une présence accrue financière. Est-ce que là, il y a… alors, juste comme ça pour information, globalement, évidemment, c'est le volet 1 qui concerne le développement de projets d'auteurs-compositeurs qui est utilisé dans le budget à peu près à 95%, et le volet 2 qui est de toute façon moins courant puisque ça concerne un événement, une part de catalogue, à peu près à 5-7%. Je peux apporter peut-être une précision, Lilian. Pour le volet 2, il s'agit de catalogues dont l'ancienneté par rapport à la publication est de plus de 10 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du back catalogue. J'ai souvent eu au téléphone des éditeurs qui sont à la fois éditeurs et labels et n'ont qu'une entité. C'est toujours je leur ai toujours dit, c'est toujours problématique parce que on ne peut pas faire la différence dans les factures entre le label, l'édition ou d'autres choses d'ailleurs. Et donc, il est toujours préférable, quand un éditeur a plusieurs casquettes, de bien scinder ces casquettes, y compris dans les raisons sociales. C'est très important. Parce qu'il y a un moment donné, on est mis dans des difficultés sur lesquelles on ne pourra pas aller, nous. Par exemple, quand c'est dans la… Voilà. Non, je le redis, pas tellement pour les 50 personnes qui sont là, je le dis en général parce qu'on voit de tout, vraiment de tout. Et ça, c'est un point très important. Et si je peux compléter là-dessus, Lilian, avant que tu reprennes le déroulé, ça devient de plus en plus important puisqu'il y a des programmes spécifiques pour les éditeurs à la SACEM, bien sûr, mais également au CNM. Et au CNM, dans les critères qu'on peut mettre, il y a la nécessité d'avoir un minimum de droits d'auteur liés donc à l'activité d'éditeur dans les revenus pour pouvoir rentrer dans ces couloirs d'aide. Donc, si vous avez des structures qui mêlent trop d'activités, vous allez être gêné pour demander des aides, que ce soit côté phono, que ce soit côté live ou côté édition, parce qu'à un moment, vous fluctuez trop, vos pourcentages de revenus des diverses activités fluctuent trop et vous n'allez pas savoir dans quel couloir vous pouvez demander des aides, ça va compliquer la vie. Alors que quand on a une structure dédiée pour chaque activité, c'est beaucoup plus simple, on sait où on va. Ouais, je te vois, Patrick, prendre un air, voilà. Mais n'empêche que ça a son intérêt et ça, à mon avis, ça va être de plus en plus utile.
Voilà. Oui. Lilian, tu peux reprendre si tu veux. Je peux pas. Non, mais c'est Françoise voulait poser une question. Vas-y, Françoise. Ouais, Françoise Canetti. Oui, Lilian, d'abord merci parce que c'est tellement clair et puis c'est vraiment. Et puis je n'ai pas encore bu ce matin, c'est pour ça. Pardon. Non, je me dis, je n'ai pas encore bu ce matin. Et non, c'est vraiment un accompagnement formidable. Justement, moi j'ai un petit peu le même problème. J'ai 2 casquettes, producteur et éditeur. Et en fait, c'est très compliqué de ne pas mélanger, notamment pour les questions de promotion. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une deuxième entité en tant qu'éditeur pour au moins avoir des factures au nom de l'éditeur? Parce que, comme Juliette vient de le dire, bon, il y a la SACEM, on n'est pas les seuls, il y a le Centre national de la musique, il y a d'autres structures, enfin d'autres OGC, etc. Et ça va être de plus en plus difficile, ça, voire même impossible dans très peu de temps. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à voir la différence entre les différentes casquettes, ça ne pourra plus aller parce qu'effectivement, on ne saura pas dans quel programme faire rentrer et surtout qui financer en retour. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est le label, si c'est la partie du label qui finalement finance la promotion, mais qu'il n'y ait pas de différence avec l'éditeur, ça va nous poser très vite, un très gros problème parce que le financement, il est vraiment pour les éditeurs et on n'a pas de financement pour les labels. Donc, ça nous met, nous, dans dans une très grosse indélicatesse. Parce qu'en cas de contrôle, et on en a de la Cour des comptes, etc., on vous dit, mais comment vous faites, vous, la différence? Comment vous pouvez nous justifier que vous avez aidé l'éditeur et non le label, le label, lui, peut disposer d'autres entrées dans d'autres programmes chez d'autres personnes. Et nous, si on ne peut pas l'expliquer ni même le montrer, c'est nous qui sommes dans le tort. C'est-à-dire qu'on a un contrôle et on n'est pas bien du tout. Après, pour compléter ça, il y a 2 choses. C'est-à-dire que si dans votre structure, finalement, les dépenses principales sont côté label, il faut vous orienter vers les couloirs d'aide qui sont spécifiques. Donc, il y a SPPF, SCPP, OCNM, donc Centre national de la musique, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec l'acronyme. Il y a des couloirs d'aide spécifiques, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder de ce côté-là. Et après, il y a la difficulté à comprendre les flux financiers, c'est-à-dire que ça ne sera pas possible et ça va être compliqué dans tous les couloirs d'aide que vous pouvez avoir si en fait c'est des flux financiers internes entre une structure qui fait label, éditeur, promotion, etc. Ce genre de fonctionnement est très compliqué en fait et passe mal dans les demandes d'aide parce qu'on a l'impression que ça reste dans un circuit fermé. Et donc, voilà, il faut arriver à trouver un moyen qui ait des facturations avec des sociétés externes. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir des trucs en interne, quoi. Bien sûr, non, je comprends, bien sûr. Si on va à l'extrême, prenons le cas extrême. Sur une entité, donc on va dire label et éditeur, l'éditeur qui me dit je fais un tour support lui-même, puisque c'est la même entité. Donc, comment il peut me le justifier? Moi, je ne peux pas accepter un tour support d'un éditeur qui le fait sur son label, sur la même entité. C'est de l'argent que vous vous redonnez à vous-même. Donc, moi, je ne peux pas… Si on me dit, mais oui, mais tête de label, je n'ai pas le droit d'aider le label sur un programme et en plus éditeur, et en plus, nous, on n'a pas d'aide au label à la SACEM du tout. Donc là, franchement, c'est pour ça que je conseille vraiment maintenant aux éditeurs, enfin, mais depuis un petit bout de temps, faites-y attention parce que de toute façon, la SACEM n'est pas que dans ce cas-là, vous serez dans le même cas dans plein d'autres organismes. Et ensuite, ça va très vite être une porte qui va se fermer. On va vous dire non parce qu'on ne peut pas justifier ça. Donc le plus simple, c'est d'avoir 2 entités, 2 raisons sociales, quoi. Et avec les factures qui se… Voilà, c'est surtout avec le coefficient 2,5, qui est un gros avantage, bien sûr. C'est un progrès extraordinaire pour les éditeurs qui en bénéficient. Mais c'est clair que dans le cas d'une sorte d'économie circulaire où ça se refacture en interne, quand c'est multiplié par 2,5, là, ça devient carrément plus très éthique, on va dire. D'accord. Plus très éthique.
Merci. D'autres questions sur ces parties-là? Patrick, Oui, vas-y Patrick. Tu as pas ton micro est fermé. Voilà, c'est bon? Oui. Je me souviens d'un webinaire récent avec le CNM, justement, où il était question que les divers dispositifs d'aide communiquent pour effectivement qu'un type d'aide ne soit pas pris en charge, qu'il n'y ait pas de doublons dans l'attribution des aides. Donc, est-ce que c'est une pratique, enfin une procédure un peu interne au CNM qu'ils ont mis en place? Je ne sais pas si l'identique pourrait être fait au niveau de la SACEM. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On va faire comme Georges Marchais. Est-ce que vous en avez une autre? Non, je rigole. Je vais vraiment vous répondre. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. On a eu le retour. Moi, je vais être très clair. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Ah, d'accord. Bon, alors, comment je pourrais vous dire ça? Ce critère que vous venez de dire de la part du CNM, nous, on n'indique pas dans notre programme, si vous avez le CNM, vous ne pouvez pas postuler au nôtre. Ça, on ne l'indique pas. Parce que on travaille pas comme ça. C'était pas aussi global, pardon, je vais préciser parce que je me suis. Ils expliquaient très clairement que bon, si une facture était prise en charge par l'un, elle ne pouvait pas être prise en charge par l'autre. La même facture peut pas. Il ne s'agissait pas de faire du 0 ou 1. La même facture ne peut pas, dans les commissions du CNM, il y a des personnes de la SACEM, notamment Laura qui est avec nous, et fait partie des commissions qui concernent les éditeurs, pour vérifier qu'il n'y a pas les mêmes factures qui sont présentées deux fois. Mais par contre, voilà. Lilian va l'expliquer, ça peut être sur le même projet, mais pour des factures différentes. Ça peut être sur le même projet parce que dans un critère, les orientations peuvent être quand même différentes en fonction des critères aussi au CNM. Hein. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas indiqué dans notre programme, si vous avez l'aide du CNM dans tel critère, vous ne pouvez pas postuler chez nous. Bon, ça sera quelque chose, honnêtement, à régler dans les mois qui viennent. Il faut qu'on voit, c'est Alex, hein, principalement, qui s'occupe du programme éditorial au CNM. On va revoir Alex et puis on va revoir aussi Marc Penon. Bon, on va en rediscuter. Au moment où je vous parle, on va dire c'est pas d'actualité chez nous. Bon, évidemment, il faudra que ça se règle, mais je ne doute pas que ça soit à la marge et que ça se règle techniquement sur un ou deux sujets qui pourraient être communs, mais pas du tout ni sur l'ensemble du programme, ni sur l'ensemble des critères. De toute façon, on n'a pas fatalement les mêmes critères non plus, et on n'a pas les mêmes entrées. Donc, voilà. Laura, tu voulais intervenir? Non, je vois ton micro qui s'ouvre. Oui, en fait, il ne faut pas j'en ai longuement discuté avec Alex, et il ne faut pas que, comme vous l'avez résumé, de dépenses communes. Et ça, on vérifie bien avec Alex. Voilà, alors après, ça sera toujours compliqué, cette histoire, parce que c'est une question de timing aussi. Si un dossier arrive en premier à tel endroit et qu'il passe X temps derrière à un deuxième endroit, il faut que ça se coordonne parfaitement, etc. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, il y aura toujours une solution là-dessus. Bon, moi, je préfère en tout cas qu'on puisse être éventuellement 2 fois sur un même dossier, si ça arrive une fois tous les 1, que jamais nulle part. Peut-être, Lilian, pour préciser ce que disait Laura, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses communes. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de factures qui se retrouvent à la fois dans un dossier SACEM et dans un dossier CNM. Par contre, c'est vrai que ça peut porter sur un même projet. Il peut y avoir une demande au CNM sur un projet avec un certain nombre de dépenses qui sont dans ce dossier CNM et une demande pour ce même projet à la SACEM avec d'autres factures. Après, je conseille pas aux éditeurs.
vous m'excusez de le dire comme ça, mais de s'amuser à ça, quoi. Parce que si, par contre, quand on le voit, qu'on le découvre, etc., hélas, ça nous est arrivé quelquefois, très rarement, mais l'éditeur n'est plus éligible, quoi. Donc, franchement, enfin, il ne faut pas s'amuser à ça. Enfin, je veux dire, ça serait franchement bête, dommage, enfin, etc. Après, un conseil, regardez peut-être en premier l'aide de la SACEM, où il y a des critères très spécifiques, et donc faire une demande à la SACEM avec les critères très précis, alors qu'au CNM, il n'y a pas de critères précis, plein de dépenses peuvent être prises en charge, c'est à discuter avec Alex, donc ce qui ne rentrerait pas dans la SACEM peut rentrer au CNM, donc c'est complètement complémentaire. Voilà. Et Alors, juste un truc, excuse-moi, mais j'ai peut-être raté au tout début et je trouve que c'est assez intéressant quand même. Est-ce que tu as rappelé les enveloppes qui sont disponibles? Je ne suis alors, tu n'as pas loupé parce que je ne l'ai pas encore fait, j'allais le faire. bah voilà, tu allais le faire. Pardon, je te laisse reprendre. Non, mais Vas-y. Non, mais tu as bien fait. Avant de passer au troisième axe, qui est la librairie, je voulais refaire un petit peu. Donc, oui, pour les enveloppes, c'est quand même important. Sur l'année 2021, on a pu faire voter au conseil d'administration un budget global pour le développement éditorial, où les 3 programmes, musiques actuelles, musique contemporaine et librairie musicale, sont regroupés de 5 millions d'euros. Je suppose que vous voyez bien l'effort très important que nous faisons, puisque en l'espace de 18 mois à peu près, nous sommes passés, on va dire, de 3 millions d'euros quasiment à 5 millions d'euros. Parce qu'on n'a rien à cacher, sur ces 5 millions d'euros, 400 000 euros sont consacrés pour le domaine des musiques contemporaines. Là, je ne rentre pas dans le détail des programmes musique contemporaine parce que je crois que franchement, enfin, vous n'êtes pas spécialement concerné, mais en plus, c'est vraiment un autre programme avec d'autres critères et d'autres entrées. Ce n'est pas du tout ça. Il y a 400 000 euros pour l'ouverture du programme des librairies musicales, voilà, et 4 millions d'euros à peu près qui est consacré aux 2 volets des musiques actuelles que nous venons de voir. Il faut savoir que l'année dernière, sur les 416 demandes, comme je vous avais dit au démarrage, les 160 éditeurs ont consommé les 3 millions d'euros à la fin de l'année. Donc, c'est quand même intéressant de le voir parce que ce que je vous ai dit en préambule, ça a consommé le budget de l'année dernière qui était de 3 millions d'euros. Là-dessus se rajoute la crise, donc se rajoutent aussi les relances. Ça aussi, c'est très important parce que quand je vous ai parlé des relances, ce n'est pas une entrée la relance, c'est un plus, voilà, dans lequel nous rajoutons aussi financièrement. Donc, pour certains, j'ai entendu dire, oui, c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. On ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir. Mais dans la petite étude que j'ai faite là avec Laura, de janvier quasiment à maintenant, au moment où je vous parle, donc on arrive à peu près à 6 mois de l'année, enfin le mois de juin n'est pas passé, on l'entame. Enfin, on va arriver à 6 mois de l'année. On est quasiment à 45% des dépenses des sommes que je vous ai indiquées. Ce qui est normal avec la crise, les difficultés, évidemment. Et donc, ça nécessite de notre part, oui, un suivi, un sérieux de suivi budgétaire, évidemment, de plus en plus lourd, etc. Mais ça vous permet quand même de vous rendre compte de l'effort que fait la SACEM globalement pour le soldat éditeur. Il faut sauver le soldat éditeur. Voilà. Comme les 2 autres, évidemment. Mais je suis très heureux que nos recommandations, le travail qu'on a pu faire ensemble, etc., ait bien été entendu au Conseil et validé par le Conseil, parce que je pense que ça met en haut de l'affiche le métier d'éditeur et personnellement, je m'en réjouis évidemment. D'autant plus que ça me permet là de rajouter
autre chose, c'est que vous savez aussi que la SACEM, elle aide aussi les éditeurs dans le fonds de secours. Hein. Le fonds de secours, c'est autre chose que ce qu'on est en train de se parler de notre action culturelle sur les programmes. Le fonds de secours a été reconduit évidemment en 2021 comme en 2020, et je peux vous dire que les demandes de la part d'éditeurs sont bien là, hein. Donc c'est encore en plus. Voilà, hein, le fonds de secours permet sous des formes, permet d'aider des éditeurs sur la raison sociale en difficulté. Là, on ne parle pas de projet, hein, je veux dire, mais de difficultés internes liées à la crise. Les fonds de secours sont de l'ordre de 300, 600, 900, 1500, 3000 et 5000 euros. Voilà. Et je le rappelle, ça peut être important, pour les personnes qui en ont bénéficié en 2020, ils peuvent redemander en 2021. Je me permets de leur dire, parce que la crise est toujours là. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas quand même. Voilà. C'était une petite transition sur des chiffres. Et beaucoup trop. Là, beaucoup trop d'aide, Lilian. Pardon? Beaucoup trop d'aide, Lilian. La SACEM est trop généreuse. Non, je plaisante. Non, je ne pense pas. Non, enfin, tant mieux, je pense que la situation est tellement complexe, tellement difficile. Voilà, on te perd, Lilian. Mais la transition, en attendant que tu retrouves du réseau, c'est effectivement un super soutien. Moi, j'en profite pour vous inviter à surtout regarder tous ces dispositifs qui sont à votre disposition, ceux de la SACEM et ceux du CNM. C'est un gros lobbying que fait la Chambre syndicale pour obtenir ces montants et ces programmes d'aide. Alors, au sein de la SACEM, c'est plutôt le conseil d'administration qui fait le lobbying sur les montants mis en place. Donc, on peut vraiment les remercier pour les votes qu'ils font en notre faveur. Après, nous, on travaille avec les services pour tous les critères, comme je le rappelais au début. Donc, ne pas hésiter à nous faire remonter vos retours s'il y a des choses que vous trouvez pas adaptées ou des questions que vous avez. Et pour le CNM, pour les 2 programmes d'aide, par contre, là, on vous invite très vivement à les regarder de près et à les solliciter. Là, on s'est vraiment battu énormément pour que les éditeurs soient pris en compte et qu'il y ait des grosses enveloppes. Donc, voilà, on compte sur vous pour que ce soit consommé. Lilian, tu peux reprendre. Je vois que tu as récupéré le... Vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, excusez-moi, j'ai des micro-coupures de temps en temps. C'est pas grave, je meuble. Donc, je voulais qu'on prenne quand même 5-10 minutes pour évoquer J'en suis très heureux, j'en suis pas fier, j'en suis surtout heureux parce qu'on vient de terminer la boucle en ouvrant pour la librairie musicale. Ce qui manquait, parce que voilà, la famille des éditeurs, elle est large, il y a un large panel. Et donc, ce nouveau programme va être disponible, je pense, pour le 1er juillet. Alors après, je ne peux pas vous garantir à une période complexe comme ça, à quelques journées près, mais ce programme ouvre là. Ce programme, il est dédié principalement et uniquement aux éditeurs qui sont dans la librairie musicale. L'objectif, c'est de pouvoir les aider avec... Alors, je veux bien qu'on passe à la page, excusez-moi, page 9. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir. Il est construit aussi en 2 volets. Le premier consiste à dire, regardez pas le document encore, je préfère qu'on s'en parle comme ça. Le premier consiste à dire, voilà, vous êtes éditeur, librairie musicale, vous avez besoin d'aide de la SACEM. Nous, Banco, on joue le jeu, mais il faut que vous puissiez vous-même jouer, comme pour les musiques actuelles, le jeu alors j'allais dire auteur-compositeur, c'est principalement compositeur, là, puisque c'est souvent de la musique instrumentale, etc. Le jeu du développement du compositeur. Donc, à partir de ce moment-là, on l'a créé en 2 volets. Le volet 1, c'est le développement de projets de compositeurs qui nous sera proposé de la part de la librairie musicale. Donc, il faut percevoir, il y a un minimum de 3 000 € de droits d'auteur sur l'une des 2 dernières années précédant la demande. Vous voyez, on n'exagère pas. Enfin, très honnêtement, on essaye d'être disponible
voilà, le maximum, il faut que ça porte sur un développement, une proposition en tout cas, de 3 à 5 compositeurs. Plus s'il est, bien évidemment, si l'éditeur le désire, mais pour nous, c'est entre 3 à 5 compositeurs que l'éditeur doit développer dans l'année. Et donc, on parle bien d'un projet par compositeur. Le soutien, il est plafonné à 50% de l'investissement financier jusqu'à 15 000 euros. C'est-à-dire, concrètement, vous êtes une librairie, vous nous dites, voilà, moi j'ai 3 compositeurs dans lesquels je veux vraiment investir, ces 3-là, j'y crois, voilà mes projets, etc., ou 4 ou 5. Eh bien, si vous investissez jusqu'à 30 000 euros sur l'ensemble de ces projets, vous pouvez mettre 10 000 d'un côté, 5 000 sur l'autre, etc. C'est vous qui voyez ça, évidemment. Nous, on peut monter jusqu'à 50% de ces projets. Ça, c'est quand même très important parce que nous, c'est comment on peut essayer aussi d'aider le compositeur dans son développement. Et ça prend vraiment un sens dans ce programme-là. Et le volet 1 permet d'aborder le volet 2, qui est l'investissement structurel de la part de la librairie. Et donc, effectivement, si notre action culturelle valide le volet 1, il y a une possibilité de la part de l'éditeur de demander le volet 2. Et là, c'est toujours pareil, donc c'est automatiquement 3 000 euros de droits d'auteur sur l'une des 2 dernières années et un soutien à 50% d'investissement financier jusqu'à 10 000 euros. Et c'est un dossier par an. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le volet 2, l'investissement structurel, ça permet de prendre en compte le développement technologique, la maintenance de la plateforme web, certain nombre de logiciels, les logiciels de tagage, Shift, Tracker Media. Il y a aussi le développement à l'export, plateforme de distribution internationale, les salons internationaux et des ressources humaines internes comme externes. Vous avez là, on a mis un certain nombre d'exemples, services musicaux, responsables copyright, etc., etc. Globalement, ça permet à un éditeur de librairie musicale qui développe entre 3 et 5 projets précisément d'heures de bénéficier jusqu'à 15 000 euros dans l'année et d'une entrée sur la technologie qui est plus particulière pour les éditeurs librairie musicale jusqu'à 10 000 euros par an. Donc, un éditeur peut bénéficier jusqu'à 25 000 euros par an sur son développement de librairie musicale. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, parce qu'après, c'est comme le reste, on le travaille aussi. Je remercie encore une fois la Chambre syndicale, Juliette, Sébastien Bonneau, aussi avec qui on a travaillé la main dans la main pour sortir tout ça. Mais c'est important parce qu'à ce coup-ci, on couvre vraiment l'intégralité des besoins, sauf peut-être pour l'instant, peut-être pas encore la musique de film, mais je pense que ça viendra. Voilà. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez, alors, si vous êtes concerné aussi par cette partie-là, ça peut éventuellement arriver aussi. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques sur lesquelles je pourrais déjà vous répondre sur ce nouveau programme qui arrive dès le mois de juillet? Je ne vous vois plus. Non, mais je ne vois pas de questions, donc c'est très clair. Voilà. Je pense qu'on fera peut-être une petite réunion spécifique pour les éditeurs de librairie musicale avec l'ULM musicale. C'est à ce titre-là que j'y étais. C'était plus une information que vous sachiez tous au même niveau. Enfin voilà, les efforts faits, et puis c'est quand même important, évidemment. Merci Lilian. Voilà. Alors, ben non. Est-ce qu'il y a d'autres questions en général? Et puis après, je voudrais dire un petit mot plus particulier. Mais... Moi, si je peux me permettre, quelque chose de très important concernant le dépôt des demandes. On a convenu de clôturer l'année 2021 le 30 novembre 2021 et d'ouvrir pour l'année 2022 le 1er décembre. Pourquoi? Parce qu'à la SACEM, entre mi-décembre et mi-janvier, il n'y a pas de paiement pour les sociétaires pour cause de répartition. Ils
sont en train de préparer la répartition. C'est pour ça qu'on a mis ce nouveau critère en place en 2021. Donc, ne soyez pas surpris. Merci, Laura. Il y aura des paiements le 5 janvier quand même, j'espère. Oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, c'est pour préparer la répartition. D'accord. Voilà. Donc, pas de questions, puisque je vois toujours pas plus là. Non? Non, tu peux y aller. D'accord. Bon, donc moi, après, d'abord, je vous remercie en tout cas d'avoir consacré 1h30 sur ces sujets-là. Je voulais vous dire aussi, un certain nombre le savent, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je quitte mes fonctions et je quitte la SACEM dans 3 semaines. Voilà. Je pars vers de nouvelles aventures que certains appellent la retraite. D'autres appellent ça comme ils veulent. On verra ce que ça donne. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment, avec tous ceux qui ne sont pas présents, des années de bonheur que j'ai partagées avec vous, notamment sur l'édition, mais sur plein d'autres choses aussi, évidemment, que la boucle se boucle pour moi. J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'édition. Je suis content de terminer. Vous voyez, je m'étais mis un point d'honneur en me disant, avant que je parte, je voulais vraiment terminer ces 3 grands programmes au niveau de l'édition, du développement éditorial. Pour moi, c'était important. Au moins, je peux me regarder dans la glace et je pars droit dans mes bottes. Voilà, ça me concerne. Mais vous faites un métier qui est quand même extraordinaire. Moi, j'ai eu le plaisir de commencer il y a plus de 45 ans dans l'édition classique, hein, puisque voilà, j'ai été responsable je ne sais pas si les nouveaux éditeurs connaissent ça, mais j'étais responsable d'un service de location de matériel d'orchestre, etc. J'ai commencé comme ça, la fabrication, la communication, la promotion, etc. Certains peut-être s'en souviennent, j'étais à une aventure qui s'appelait la CEDIM pour tout ce qui était éditeur, ce qu'on appelle traditionnel, papier, etc. Ça a été une très très belle aventure. On a travaillé avec tous les éditeurs du monde entier, que ce soit Ricordi, MB, etc. Puis ensuite, j'ai intégré la SACEM, où j'ai toujours essayé d'être présent pour les éditeurs, parce que c'est mon cœur qui bat. Pour les auteurs aussi, hein, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas pour les éditeurs, vous faites un très 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 beau métier. Et puis je voulais terminer juste pour remercier Laura. Voilà, parce que, excusez-moi. Laura, je travaille avec elle pendant 20 ans. Je voulais la remercier publiquement. C'est quelqu'un, en dehors que j'adore, évidemment, mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre, qui a toujours été présente, qui a fait un travail magnifique. C'est quelqu'un d'excessivement sérieux, de très, très bien. Moi, je suis très heureux qu'elle prenne la suite, qu'elle s'occupe de vous, parce qu'elle le fera parfaitement. Et ça, je tenais à le dire, parce que c'est comme ça. On ne dit pas tous les jours aux gens qu'on les aime. Et là, j'ai l'occasion. Laura, merci. Merci à la Chambre. Voilà. Sur ce, non, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Sur ce, merci à tous. Bonne continuation. Et puis, j'espère vous retrouver à droite, à gauche. Voilà, ça sera toujours avec un très grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci Lilian. Merci Lilian. Merci. Merci Lilian pour tout. À bientôt. Merci. Merci Gros beaucoup. bisous, Lilian. Lilian. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Bisous. Beaucoup d'émotions. Merci. Ouais, beaucoup d'émotions. Merci à tous. Le web sera disponible on le mettra à disposition sur le site de la CSDM et je pense qu'on le fera relayer par la SACEM. Oui, très émouvant, Lilian, qui est vraiment parti. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à continuer de lui témoigner des petits mots. Ça lui fera très plaisir. C'est vrai que c'est toujours, c'est jamais rien de partir dans de nouvelles aventures après toute une vie professionnelle.
Écoute, Laura, on voit bien que comment dire, la relève est assurée. Donc, c'est avec plaisir qu'on va continuer de ce travail aussi intéressant et bien mené que ce qu'on faisait avec Lilian. Et écoute, merci à Lilian qui n'est plus là pour ses explications limpides. Merci Stéphane et Juliette d'avoir été aussi là et à répondre aux questions toujours pertinentes de ceux qui avaient suivi. Merci à vous qui êtes restés à savamment écouter. On était quand même presque une cinquantaine tout au long du webinaire, donc c'est loin d'être indécent. Et le meilleur pour la fin, merci Victoria, comme d'habitude, d'organiser tout ça avec une main de chef où il n'y a pas de problème et où on sait bien que la partie technique est chronophage et comme l'édition, toujours dans l'ombre. Donc, je fais un peu de lumière sur toi, ne m'en veux pas. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai oublié, complétez-moi si besoin, sinon on est à votre disposition. Prochain webinaire, il y en aura un, je ne sais pas quel est encore le sujet, mais on en a plein. Donc, si vous avez des questions et des suggestions de sujets que vous avez besoin de traiter, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi, et y compris ceux qui ne sont pas encore adhérents, on les accueillera avec plaisir. Je me tais là, sinon je vais être trop longue. On va arrêter, mais Stéphane a dit oui. On va arrêter. Merci à tous de votre présence et puis à très très bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Laura. Salut Laura. Merci beaucoup. Salut Laura, au revoir.